Merci pour votre présence. Du coup, je suis accompagné aujourd'hui de Camille Houbert, consultante à l'URSSCOP de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, je suis Quentin Jariot, expert comptable et commissaire aux comptes au sein d'Orcom à Besançon. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Entreprendre en coopérative, particulièrement sur le Statuscope. Une rapide présentation de nos deux structures. Donc, Orcom, pour tous ceux qui nous connaissent, on est un cabinet d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Nous sommes implantés en France et à l'international. Et notre objectif, c'est d'ouvrir des territoires d'opportunités pour nos clients. Orcom, c'est, comme je vous l'ai dit, un cabinet, mais a aussi des marques afin d'accompagner nos clients. Orcom se structure en différentes marques. Nous pouvons compter dans nos marques ActiveForce, H3P, Financière de fonds privés, Stratorial et Orva. Orcom bénéficie d'une implantation nationale assez élargie avec récemment une croissance dans le Grand Est, ce qui permet d'accompagner nos clients au niveau national et international. Au sein d'Orcom, c'est 1400 collaborateurs, 80 associés. Donc, comme je vous l'ai dit, on est 50 sites en France et une dizaine à l'international. On accompagne chaque année 24 000 clients et on représente 140 millions de chiffre d'affaires. Enfin, Orcom se veut accompagner ses clients sur un domaine le plus large possible. C'est pourquoi on parle de la roue 360 chez Orcom. Vous verrez dans les principales sections le conseiller en expertise comptable, l'audit, mais également des nouvelles sections comme la RSE, le financial advisory, mais aussi l'avocat, la paye, tout ce qui peut accompagner nos clients. Voilà pour Orcom, je laisse la main à Camille. Bien, bonjour à tous. Alors, comme le disait Quentin, du coup, je suis consultante à l'Union régionale des SCOP Bourgogne-Franche-Comté, qui n'est qu'une union régionale parmi beaucoup d'autres sur la France, puisque en fait, on a un réseau, on l'appelle le mouvement coopératif, mais ce réseau-là est constitué de plusieurs structures indépendantes, donc qui fonctionnent en réseau. Vous avez au niveau national, évidemment, la Confédération Générale qui va venir chapeauter, si vous voulez, plusieurs unions régionales. Donc, vous avez une union régionale des SCOP dans chaque région de France. Et puis, à côté de ça, on a diverses structures qui vont être des fédérations de métiers spécialisées sur des scopes, par exemple du BTP, des scopes de la communication ou de l'industrie. Et puis, après, on va avoir d'autres organismes spécialisés aussi avec des outils financiers dédiés aux coopératives, une union sociale, etc. Donc, on a toute une constellation de structures qui vont être au service des SCOP et des SIC de France, de manière générale. Et globalement, notre rôle, il est multiple parce qu'on va à la fois représenter les intérêts des SCOP et des SIC au niveau national et au niveau régional. Mais notre cœur de métier principal, c'est évidemment l'accompagnement des structures qui vont vouloir se créer, se transformer, se transmettre sous statut SCOP ou sous statut SIC. Et ensuite de suivre nos coopératives adhérentes au réseau sur un certain nombre d'aspects, notamment liés au droit coopératif, mais aussi sur des questions de gouvernance partagée ou des questions de gestion économique et financière. Je le précise ici, mais notre rôle, il vient bien en complément des cabinets comptables, c'est-à-dire qu'on intervient toujours en collaboration avec eux, et puis en fonction des relations qu'on peut avoir avec les cabinets comptables et avec les coopératives, voilà, on essaye d'arriver en complémentarité, puis surtout d'apporter une expertise spécifique au scope et du coup de bien travailler avec l'ensemble des partenaires autour de la structure. Voilà un petit peu nos différents métiers. On a d'autres métiers annexes qui en plus vont dépendre un petit peu des spécificités régionales. Donc pour ceux qui ne sont pas de Bourgogne-Franche-Comté, je vous laisserai aussi vous rapprocher si vous le souhaitez des unions régionales compétentes sur votre secteur, parce qu'ils vont avoir des services que nous on n'a peut-être pas ici ou inversement. Voilà. Nous en région, on fait aussi la formation des dirigeants et des coopérateurs de coopératives. Et puis au niveau national, il y a également du financement. Un service des services divers et variés qu'on ne va pas forcément étayer là. Peut-être que je vais passer sur une présentation globale en fait de ce que représentent les SCOP et les SIC, qui sont quand même des statuts relativement méconnus, mais qui en France aujourd'hui représentent presque 4500 structures, essentiellement des SCOP, mais de plus en plus de SIC aujourd'hui. Et puis, ça fait à peu près 85 000 salariés dans leur globalité.
Donc, ça reste un statut qui est quand même relativement représenté en France. Alors, en Bourgogne-Franche-Comté, assez peu, mais vous verrez que c'est assez divers suivant les régions. Ça dépend aussi de l'historique des régions, de leur culture. Et puis, on va dire que les meilleurs prescripteurs des scopes sont les scopes elles-mêmes. Donc, plus il y en a dans un endroit, plus ça se développe en général. Voilà. Sachant que ça reste des structures, des sociétés commerciales qui vont avoir des particularités, certes, mais des entreprises qui sont des entreprises pérennes, puisqu'on a constaté au niveau national qu'on avait un taux de pérennité à 50-79%, contre 61% sur la moyenne nationale, et qui sont des structures qui sont en croissance et tout à fait pérennes, puisqu'on a une croissance à 10% en général du chiffre d'affaires à peu près. Voilà. Juste à titre indicatif, je vous ai mis le taux de sociétariat, puisque alors le taux de sociétariat, c'est le nombre de salariés qui va être sociétaire, donc actionnaire, entre guillemets, de sa coopérative. Ça monte à 69%. Voilà, à fin 2022, on était à 69% des salariés au sein des SCOP qui étaient aussi associés de leur structure. Donc, c'est quand même relativement important. Et puis, un petit passage aussi pour vous dire que les SCOP, il y en a dans beaucoup de secteurs différents. Et puis, il y a des noms qu'on n'identifie pas forcément à ce statut, qui peuvent être des noms plus ou moins connus, mais en tout cas, il y a quelques biocops qui sont en SCOP ou en SIC. Vous avez Moulin Rôti, Scopti, Éthicable, Échec Déjeuner. Nous, en région, on a Pompe Japy. Alors, ça nous parle en région. En France, je ne sais peut-être pas. C'est à vous de voir. Alternative économique est un journal, on a une compagnie de taxi. Enfin, on a aussi de l'industrie. Il y a vraiment beaucoup de secteurs différents sur les scopes en France, avec des tailles de structures très différentes, puisque en scope, on va partir de 2 salariés jusqu'à plus de 1000. Donc, ça peut être des structures d'une taille relativement différente. Sachant, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on a des secteurs d'activité qui sont très diverses et qui vont refléter globalement l'économie du pays, énormément en services. On a un petit peu d'industrie, c'est un secteur historique sur les scopes. Et puis, on va aussi avoir un peu de construction quand même, pas mal de construction, mais ça reflète aussi un peu, je dirais, l'économie française. Et après, ça va être assez diversifié dans les commerces, l'éducation, la santé, les commerces. Voilà, on va avoir un petit peu dans plusieurs secteurs. Et puis, la dernière chose que je voulais vous préciser pour vous faire un petit panorama du milieu SCOP, c'est aussi les origines des coopératives. C'est vrai qu'on a souvent l'image de la SCOP comme étant une structure qui est issue d'une reprise à la barre, d'une structure en difficulté qui a été reprise par ses salariés. Alors, ça existe, c'est souvent les cas les plus médiatisés, c'est pour ça qu'on les connaît peut-être un peu plus. Mais en fait, il faut savoir que parmi les coopératives qui naissent chaque année, on en a, alors là, on va parler en nombre de sociétés, et pas forcément en termes d'emploi, mais là, vous avez les 2 chiffres. La plupart sont des structures qui sont créées ex nihilo, c'est-à-dire des entrepreneurs qui créent leur société et ils la créent sous SCOP ou sous SIC. Et vous avez aussi de plus en plus des structures qui sont transmises en fait en SCOP ou en SIC, c'est-à-dire que les cédants cèdent à leurs salariés sous ce statut. Donc aujourd'hui, ça représente 16% des structures coopératives qui se créent. Et puis, on va aussi avoir de plus en plus, ça on l'abordera peut-être pas aujourd'hui, mais sur la transformation d'associations en SCOP ou en SIC qui représente également 16%. Voilà pour le panorama global. Je vais laisser la main à Quentin pour qu'il commence à vous présenter un petit peu plus juridiquement, je dirais, le statut SCOP dans ses grandes lignes. Merci Camille. Donc en effet, la SCOP, on l'appelle comme ça, mais c'est la société coopérative et participative. Donc en fait, pour beaucoup, je pense que la SCOP, c'est une société très très différente, alors que en fait, l'objectif du webinaire, c'est de vous montrer qu'avant tout, c'est une société commerciale et qu'on va rajouter des particularités. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une société commerciale, c'est une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société par action simplifiée. Donc ça ne change pas de toutes les autres sociétés que vous pouvez connaître. Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés, qui est maintenant l'INPI.
Elle entre dans le champ de la concurrence, c'est-à-dire que comme toute autre société, elle a un objet social et elle est là aussi pour exercer une activité commerciale. Et donc du coup, elle va avoir des concurrents assez divers. Elle va aussi être soumise à plusieurs impôts en France. Donc là, on parle de toute la partie fiscalité. Donc les SCOP suivent les mêmes règles au niveau des différents impôts, type, comme la TVA, comme l'impôt sur les sociétés. Alors, il va y avoir des petites particularités, mais que Camille va vous présenter plus tard sur les impôts locaux. Mais en tout cas, par exemple, sur les règles d'exonération de TVA, c'est les seuils de franchise qui s'appliquent au même titre qu'une autre société ou que les autres entreprises. Le droit des sociétés et le droit du travail, le droit commercial, tout ça s'applique également au SCOP. C'est vraiment la même chose. Et donc, du coup, on va le voir, c'est que une SCOP, c'est une société commerciale, mais avec des règles coopératives. Dans les principales règles qu'on va vous présenter aujourd'hui, une des plus importantes, c'est un associé égale une voix. Donc ça, c'est très important d'un point de vue organisation au sein de la SCOP, puisque pour le coup, le pourcentage de détention peut être utile si lors de la répartition du résultat, mais en tout cas lors de l'AG, chaque personne représente une voix et donc du coup, ça permet des décisions plus homogènes ou en tout cas plus concertées. La répartition du résultat est aussi plus encadrée, on va le voir un petit peu plus tard. C'est un peu moins simple, mais c'est ce qui fait le charme de la SCOP pour qu'on pense d'abord à l'entreprise et ensuite aux actionnaires ou aux associés. L'avantage de la SCOP, c'est vraiment de tout faire pour que, comme l'a dit Camille précédemment, si elle a des si bons chiffres en taux de résilience, en taux de création d'emplois, de développement de chiffre d'affaires, c'est aussi grâce à ces règles coopératives puisqu'on incite les associés et les dirigeants à réinvestir au sein de la société. Et enfin, une des particularités, c'est que les réserves sont impartageables. Donc, dans la répartition qui est encadrée, il est prévu l'affectation en réserve impartageable. Et cette réserve impartageable, elle est là pour sécuriser les fonds propres de la SCOP sans pouvoir ensuite les distribuer. Comme on l'a dit, la SCOP, c'est une société commerciale, donc on reprend les mêmes règles que les autres SARL et SAS. Donc, c'est 2 associés salariés en SARL et en SAS, 7 associés salariés en SA. On ne va pas parler de SASU et de URL, parce que pour être une SCOP, il faut au minimum 2 associés. Et par contre, il y a des règles de détention de capital et de pouvoir qui ne sont pas les mêmes, puisque les associés salariés, donc là on parle bien de personnes qui ont la double casquette, doivent représenter au minimum 65% des voix. Donc, on rappelle qu'une une voix égale à une personne et que le capital mis, donc là c'est le capital en pourcentage, le capital détenu par les associés salariés doit représenter 51% du capital global. Donc, une fois qu'on a dit ça, forcément, il n'est pas possible d'avoir un associé majoritaire, parce que même quand on est deux, au mieux, on a 50-50. On ne peut pas avoir 60-40 comme dans d'autres sociétés classiques. Et du coup, au même titre qu'aucun associé ne peut détenir plus de 50% du capital. Donc, à chaque fois, on fait la distinction en termes de voix, puisque la règle est importante. Une personne égale une voix, et en termes de détention de pourcentage de capital, le terme financier et juridique. La scope, c'est aussi important quand on travaille dans une scope, comme l'a dit Camille tout à l'heure, il y a beaucoup de grands noms de scopes comme Biocop par exemple, où beaucoup de salariés chez Biocop sont associés ou en tout cas ont vocation à devenir associés de la scope. Et avec toutes les problématiques que connaissent les employeurs actuellement, être en scope, c'est aussi un avantage puisque ça leur permet de montrer la volonté, c'est même pas une volonté, c'est une obligation parfois, euh, de proposer à nos salariés de passer associés. Donc la règle, elle est définie dans les statuts, soit c'est une candidature volontaire, soit c'est une candidature obligatoire, mais en tout cas, la partie statutaire de la société le prévoit. Et comme ça, chaque salarié qui qui entre dans la SCOP en tant que salarié peut, à la lecture des statuts, savoir si on lui proposera d'être associé et sous quel délai. Au niveau de la détention du capital, on en a déjà parlé, donc il faut qu'au moins une part sociale par associé, donc au même titre que d'autres sociétés. Là, pour le coup, c'est un associé est associé directement lorsqu'il détient au moins une part sociale du capital.
On a un capital minimum pour les SA de 18 500 €, donc ça diffère un petit peu. Et les risques des associés sont limités à leurs apports en capital, donc ça reste les règles classiques d'une société commerciale. C'est des sociétés avant tout commerciales, donc à responsabilité limitée. Quelque chose qui est par contre assez important aussi dans les scopes, c'est le capital variable. Dans les sociétés commerciales, on n'a pas pour habitude de mettre un capital social variable. On est plutôt sur un capital social fixe. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il y a un changement, il y a AGE, Assemblée générale extraordinaire. Au sein des scopes, c'est une règle importante, automatique, merci Camille, sur le capital variable. C'est donc plus de liberté aussi, et là c'est plus pour encourager du coup le maximum de personnes, en tout cas les salariés, à rentrer au capital et que ça n'engendre pas des frais comme ça pourrait engendrer dans une structure commerciale. Donc voilà, donc là on a plutôt vu les particularités un petit peu juridiques de la SCOP, mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est avant tout des sociétés commerciales auxquelles on rajoute, moi j'aime bien dire une cloche, on met la société avec une cloche supplémentaire pour passer en scope. Camille va reprendre la main pour vous informer sur une des particularités que je vous ai présentées, l'impartageabilité des réserves. Alors, comme le disait Quentin, du coup, si vous voulez, dans Scope, c'est une structure qui est détenue en très grande majorité par ses salariés et c'est une structure où on va être incité à réinvestir dans la coopérative en permanence. En fait, la SCOP et ses particularités, notamment celle de l'impartageabilité des réserves, est faite pour pérenniser la structure. Donc, on va avoir un certain nombre de mécanismes qui vont permettre de créer un outil de travail qui va se transmettre de génération d'associés salariés en génération d'associés salariés. Ça, c'est le principe de la SCOP. Et donc, cette transmission de génération d'associés salariés en génération d'associés salariés, elle est permise certes par le capital variable, comme disait Quentin, puisqu'on va avoir des salariés qui vont rentrer, qui vont partir, qui ont une vie aussi, donc il faut faciliter ces entrées, ces sorties. Il y a un mouvement, mais on va avoir un sociétariat qui va se consolider avec l'ensemble des salariés au fil du temps. Et puis, surtout la particularité, ça va être celle de l'absence de plus-value. Et ça, c'est un point qui est quand même important à noter parce qu'elle n'est pas du tout classique par rapport à ce qu'on retrouve sur des sociétés commerciales de type SARL, SAS, SA. C'est que quand vous rentrez dans une SCOP et qu'un salarié apporte par exemple 1 000 €, et bien quand il va repartir avec ces 1 000 €. Voilà. On ne va pas réévaluer, on ne va pas revaloriser la structure. Il n'y a pas de plus-value sur le capital social. C'est-à-dire qu'une SCOP ne se revend pas, elle se transmet de génération en génération de salariés. C'est-à-dire que la personne qui part, on lui rembourse son capital. Et le salarié qui le remplace va ensuite monter au sociétariat, réapporter des fonds, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait cette transmission. Et cette transmission, pour éviter la survalorisation en permanence, du coup, quand il y a des entrées et des sorties, on a aussi une absence de plus-value, ce qui permet aussi de préserver, je dirais, l'outil de travail dans la durée. Donc, il y a vraiment la volonté de constituer un patrimoine commun là-dessus. Voilà ce qu'on peut dire sur cette partie-là. Il y a un autre aspect, et là, on va rentrer plutôt dans les particularités comptables, fiscales, sociales de la SCOP. Il y a une première particularité, et Quentin a commencé à l'évoquer, c'est ce qu'on fait du bénéfice. Dans une structure commerciale classique, globalement, vous allez pouvoir faire à peu près ce que vous voulez de votre résultat. Il y a une petite obligation de mise en réserve légale, mais ça ne va pas très très loin. Sur la SCOP, on a des règles qui sont un petit peu plus, des choses qui sont un petit peu plus encadrées sur ce qu'on fait du bénéfice. Il y a déjà une première part qui va être obligatoire, c'est-à-dire que vous avez au moins 16% de votre résultat qui doit partir en réserve légale et dans un autre poste de réserve qu'on appelle le fonds de développement. Et ce sont ces réserves qui sont impartageables. Donc, impartageable, ça ne veut pas dire que c'est dans un coffre-fort, ça veut dire que simplement, elles ne seront jamais redistribuées aux associés. Elles ont vocation à être réinvesties au sein de la structure, de consolider sa trésorerie, ses positions, ses investissements, etc. C'est ça qui fait en partie la pérennité des scopes.
Et puis, vous avez un deuxième poste d'affectation du bénéfice qui est obligatoire. Ça va être la part qui va être reversée aux salariés. Donc là, évidemment, je ne parle pas des salaires, hein, on est vraiment sur une répartition du bénéfice. Donc, c'est évidemment après les salaires et les avantages, je dirais, sociaux classiques. On est vraiment sur un versement obligatoire d'une participation aux salariés, au résultat. Et cette participation, elle va être d'au moins 25% du bénéfice. Ça, c'est important parce qu'on a du coup 2 postes qui sont obligatoires, ce qu'on appelle la part travail, avec donc une sorte de participation, si vous préférez, et puis la mise en réserve. Et vous avez un 3e poste qui est facultatif, qui est la possibilité de verser des intérêts aux parts sociales, donc plus trivialement parlant des dividendes, aux associés. Donc là, vont être concernés tous les associés, hein, qu'ils soient salariés ou non, et qui vont, là, va fonctionner, je dirais, comme des dividendes classiques, c'est-à-dire au prorata de la détention du capital social. Petite information quand même, c'est que du coup, cette part qui est reversée en dividende ne veut pas être supérieure à ce que vous avez versé sur la part travail, ni à ce que vous pouvez verser en réserve. C'est-à-dire que la configuration dans laquelle on verserait le plus de dividendes possible en scope, on serait sur 1/3 sur chaque poste. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que les dividendes sont plafonnés à 33% du coup du résultat sur les scopes. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une répartition des bénéfices sur les personnes qui font la valeur ajoutée de la structure, de réinvestir, de rémunérer les personnes qui contribuent à la création de cette valeur ajoutée, donc les salariés, et puis qu'ils soient associés ou non, hein, d'ailleurs, je le précise, et puis une part associée aussi pour être en capacité sur certaines coopératives de rémunérer le capital social. Pour information, dans les scopes, en moyenne, le partage du bénéfice se fait à 42% en moyenne pour les réserves, 46% sur la participation aux salariés et 12% aux associés. Je fais une petite parenthèse pour d'éventuels experts comptables qui seraient en train de nous écouter, parce que ça, c'est une particularité comptable sur les scopes et fiscale, c'est que la participation n'est pas considérée comme une charge, mais c'est bien une affectation du résultat. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que le bénéfice n'est pas réduit de moitié quand on en verse 46%. C'est une affectation du résultat et n'est pas considéré comptablement comme une charge. Ça me permet de faire le lien tout de suite avec les particularités fiscales des scopes. C'est que en scope, je vais juste remonter au-dessus, ça va me permettre d'expliquer un petit peu mieux le mécanisme. Alors, en scope, au niveau fiscal, vous allez calculer un impôt société qui est un petit peu particulier parce qu'il est calculé en dedans. C'est-à-dire qu'on va considérer que tout ce qu'on va verser en part travail va être exonéré. C'est-à-dire que va être déduit fiscalement du résultat fiscal cette part que vous versez aux salariés. Ensuite, on va aussi pouvoir exonérer un montant similaire qu'on a mis en réserve, c'est-à-dire que si vous avez mis 45% en part travail, vous pouvez exonérer jusqu'à 45% de ce que vous mettez en réserve en les faisant tenir lieu de provisions pour investissement, qui ne sont pas non plus des charges, mais bien une affectation en scope. Et ces provisions pour investissement, vous avez 4 ans pour investir un montant similaire et ne pas avoir à les réintégrer, sinon fiscalement 4 ans après. Vous avez des petites particularités fiscales comme ça sur les scopes qui font qu'on a la part travail qui est exonérée, et puis ce que vous versez en part travail qui est exonéré d'IS, et puis potentiellement tout ou partie des réserves. Voilà. Donc, on a un IS qui est quand même relativement réduit sur les coopératives. On a toujours tendance à dire aussi qu'il faut être vigilant parce que même si on a un régime fiscal qui est intéressant, il y a quand même un certain nombre de règles et vous l'avez vu au préalable, c'est quand même déjà être au clair avec la philosophie puis être en accord avec ce qui est proposé sur les règles précédentes, puisque ces particularités fiscales sont soumises au fait que les scopes soient inscrits sur ce qu'on appelle la liste ministérielle des scopes. Et pour être inscrite sur cette liste ministérielle des scopes, il faut faire une révision annuelle, une révision coopérative qui va venir valider
que vous respectez bien l'ensemble des règles coopératives et que vous ne vous dites pas SCOP que pour obtenir des particularités fiscales et sociales. Ça, c'est important quand même de l'avoir en tête. Voilà pour les particularités fiscales. Petit plus aussi, c'est l'exonération de la CET, hein, donc CVAE, CFE. Et puis, pour la dernière particularité, je dirais SCOP, on va être essentiellement sur une particularité sociale qui se retrouve, il me semble, que en SCOP. C'est le fait que le dirigeant de SCOP, à partir du moment où il est rémunéré, va être considéré comme salarié. Et ça va plus loin que le fait d'être assimilé salarié, par exemple, comme en SAS. Hein. Parce qu'en SCOP, on va avoir à la fois droit au régime général de la sécurité sociale en tant que dirigeant rémunéré de SCOP, mais aussi on va avoir droit au chômage. Donc ça veut dire qu'on va cotiser comme si on était salarié. Donc ça engendre certes potentiellement des cotisations un petit peu plus importantes. Par contre, il y a une protection qui est assez intéressante pour la personne. Et ça s'explique aussi un petit peu par le mécanisme SCOP, c'est-à-dire que c'est une structure qui appartient à ses salariés et du coup qui va être dirigée par l'un de ses salariés. Donc pour préserver, si vous voulez, la sécurité sociale et le chômage dont la personne bénéficie aujourd'hui en tant que salarié, en fait, cette exemption et cette particularité ont été mis en place au niveau du statut du dirigeant de SCOP rémunéré. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une particularité assez importante et qui est aussi soumise au fait d'être inscrit sur cette fameuse liste ministère et d'avoir fait sa révision coopérative, comme les particularités fiscales. Et ça, on le retrouve aussi bien sur les SAS que sur les SARL, puisque habituellement, il y a une confusion sur les SAS où on dit ah, ben, le président est salarié, alors il est assimilé salarié, donc ça n'ouvre pas droit au chômage, à France Travail maintenant, mais c'est aussi, voilà, avant tout, SARL, SAS, tous les statuts en bénéficient. Le statut social du dirigeant de SCOP, en fait, vient surseoir à ce qu'on connaît sur les SARL et les SAS. C'est vraiment quelque chose en plus, quoi, qui vient déroger. En fait, si on regarde un petit peu ce que réfléchit le gouvernement, c'était dans les pistes que les experts comptables ont remis au gouvernement. C'est un petit peu déjà ce qui existe dans le monde des SCOP, c'est que le statut social du dirigeant soit totalement déconnecté du statut juridique. Et actuellement, c'est pas le cas. Mais dans les SCOP, on y est déjà. Voilà pour la particularité fiscale, sociale et la répartition bénéfice qui est importante. Et on va vous proposer maintenant la transmission en statut SCOP. Donc pour nous, la transmission permet d'être plus saine lorsqu'elle est envisagée en statut SCOP et on va vous expliquer pourquoi. Donc là, on vous a fait plusieurs slides du côté donc, cédant, entreprise et salariés. Donc pour tout ce qui est côté cédant, donc là vous vous mettez dans le rôle de votre chef d'entreprise qui souhaite céder son entreprise pour diverses raisons, soit parce qu'il part en retraite, soit parce qu'il veut faire autre chose. Et donc là, sa société ou son entreprise n'est pas sous statut SCOP, c'est une entreprise classique. Commerciale comme on l'a vu, mais il n'y a pas de statut SCOP pour l'instant. Donc il s'agit d'une vraie vente, elle est sécurisée et financée avec des avantages pour le cédant. D'une part, déjà quand on va évaluer la société, on va évaluer la société comme n'importe quelle autre société avec les règles que l'on connaît, et donc du coup on va déterminer un prix là avant même de se dire qu'on va peut-être vendre en SCOP. Par contre, derrière, si on vend et qu'on vend à des repreneurs qui sont, par exemple, salariés, ça nous évite de rechercher un repreneur extérieur. Et donc, du coup, quand on recherche des repreneurs, alors généralement, on fait signer des accords de confidentialité, mais c'est un risque de dévoiler certaines données financières. Et on peut très bien les dévoiler parfois. C'est des concurrents qui souhaitent s'intéresser au projet. Donc là, on donne des chiffres clés de l'entreprise à des concurrents. Là, si c'est des salariés, on n'a pas ce cas-là et ça nous amène directement au point 3 puisqu'on a aussi moins de risque de rejet par les salariés puisque là, pour le coup, si ce sont des salariés qui reprennent l'entreprise ou la société, c'est qu'ils sont volontaires, ils sont investis dans le projet, ils sont investis dans l'histoire de l'entreprise et donc il y a un risque de rejet qui est très très faible. Il y aura peut-être quelques départs, mais en tout cas, on évitera des départs d'hommes clés puisque généralement les hommes clés de la société
outre le dirigeant, seront certainement salariés et associés de la future scope. Et du coup, c'est outre le risque de démotivation qui arrive souvent en croissance externe, là pour le coup, c'est un regain de motivation puisqu'on se relance dans un projet et dans un projet entrepreneurial. Ça permet aussi de sécuriser la session, la démarche de cession, puisque pour le coup, les parties sont connues. Assurer aussi une continuité, une pérennité de son entreprise et de ses valeurs. Combien de chefs d'entreprise nous disent qu'ils ont du mal à quitter l'entreprise parce que c'est leur dernier enfant ou que c'est leur bébé, ils l'ont créé, ils y ont passé plus de temps qu'avec leur famille, etc. Et donc, il y a ces enjeux-là de valeurs, d'histoire de l'entreprise. Et puis aussi, parfois, on pense à ces salariés qui sont là depuis 30 ans, 35 ans et qu'on n'a pas forcément envie de laisser à quelqu'un d'autre. Donc, c'est important pour le cédant, il y a ce côté-là qui peut parfois être un peu bloquant. Là, tout de suite, il est levé grâce à la transmission en scope. Et donc, c'est aussi la possibilité pour le cédant de rester salarié de la scope après la cession. Alors là, c'est la règle. Il y a quelques particularités lorsqu'on part en retraite, puisqu'on sait très bien qu'il y a des particularités avec les articles 151 septies, etc., sur le nombre de mois qu'on a le droit de travailler ensuite pour bénéficier des exonérations de plus-value. Mais en tout cas, c'est toujours possible pour un dirigeant d'accompagner ses repreneurs en restant salarié. Et donc, du coup, c'est un statut qui est encadré légalement et socialement. Du côté de l'entreprise, donc ça permet, comme on l'a dit, de continuer une continuité et une indépendance du côté de l'entreprise, puisqu'en fait, ça va se faire assez facilement. L'activité se poursuit dans les meilleures conditions, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de risque de fuite des compétences, puisque les salariés sont ceux qui connaissent le mieux leur entreprise. Donc, généralement, il y a forcément il y a tout type de salariés, mais il y a forcément des salariés qui sont là depuis très longtemps ou qui sont à des postes clés. C'est aussi une garantie pour l'ancrage de l'entreprise au sein de son territoire. On a toujours l'image du chef d'entreprise qui porte à lui seul l'entreprise, mais généralement, il est toujours accompagné de bras droits. Et donc là, c'est un centre de décision local. On reste sur une direction locale et pas un rachat par un concurrent ou quelqu'un d'autre qui n'est pas implanté sur le territoire. On préserve l'indépendance et les valeurs de l'entreprise. Donc ça dépend ce qu'on recherche, mais généralement, en fonction des chefs d'entreprise, il y en a pour qui les valeurs qu'ils souhaitent transmettre sont très importantes. Donc là, l'entreprise a sa propre histoire et c'est important de le garder. Et évite un cycle d'endettement à répétition. Alors là, on connaît le mécanisme de LBO et autres. Et en Statuscope, en fait, il y a des mécanismes que Camille va vous présenter un petit peu plus tard, qui sont un peu particuliers et donc du coup qui vous permettent de ne pas avoir cet endettement à répétition. Et enfin, selon les statistiques, un taux de pérennité post-transmission saine de plus de 80%. Donc là, on est bien au-delà de la moyenne nationale, tout statut confondu, puisque en fait, avec tous les avantages qu'on a vus côté cédant et entreprise, ça permet d'avoir une transmission plus saine. Je repasse la main à Camille pour le côté salarié. Voilà, il y a aussi des avantages, hein, évidemment, côté salarié. L'idée dans la transmission en scope, c'est aussi qu'on puisse bénéficier de ce moment de la transmission pour impliquer plus les salariés dans la structure. C'est intéressant à la fois pour eux parce qu'ils vont pouvoir conserver les valeurs, ce qu'ils font, et puis en fait, ce sont aussi eux qui sont souvent les mieux placés, qui connaissent le mieux la structure, ses qualités et ses défauts. Et donc, ça permet aussi pour eux de s'assurer d'un intéressement. C'est cette fameuse part travail dont on parlait tout à l'heure. Hein, donc, la transmission en scope peut être particulièrement intéressante pour eux. Ça préserve leur indépendance, l'indépendance de la structure. Ça pérennise leur emploi au niveau local aussi, et puis de garder un contrôle sur leur avenir, ce qu'ils vont devenir. Donc, en général, ça peut quand même être un levier intéressant dessus, sur cet aspect-là, mais aussi la transmission en scope peut permettre de lever un certain nombre d'appréhensions, notamment sur la capacité des salariés à pouvoir racheter leur entreprise, l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et ça, je vais y passer tout à l'heure sur les particularités de la transmission en scope et de comment ça se passe et de comment on finance. Parce que souvent, un des préjugés qu'on peut avoir, c'est le fait que les salariés n'ont pas la capacité financière de racheter la structure. Voilà. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, il existe un certain nombre de mécanismes et d'outils financiers qui permettent aux salariés de reprendre la structure dans laquelle ils travaillent. Alors ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais juste vous passer, voilà. D'abord sur le montage.
ce qui se passe en fait quand on transmet en scope, globalement, c'est que on va transformer la SARL qui existe, qui doit être cédée, on va la transformer en scope. C'est considéré comme une modification statutaire au niveau juridique. Et par cette transformation, on va passer en capital variable. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que les salariés vont apporter du capital social. Bon, allez, je vous donne un peu un chiffre un peu au doigt mouillé, mais en moyenne, on est entre 3 000 et 10 000 euros par salarié. Ça va vraiment dépendre du montage financier, de la capacité de chacun, etc. Mais bon, voilà, je vous fais une moyenne à la grosse louche. Les salariés vont apporter du capital social. Et ensuite, c'est la SCOP elle-même qui va venir, du coup, avec ce capital social, aussi emprunter auprès de partenaires financiers les sommes nécessaires au remboursement des parts du cédant. Donc, c'est bien la SCOP qui va rembourser les parts du cédant. Donc, on n'a pas de mécanisme de holding qui rachète les parts du cédant. On est vraiment sur un mécanisme de remboursement par la SCOP. Ça, c'est vraiment très spécifique aux transmissions en SCOP. Et ce mécanisme-là, il est vraiment prévu par la loi de 78 qui régit le statut SCOP. Au niveau du dispositif fiscal et de la fiscalité pour le cédant, ça va vraiment être assimilé à un régime fiscal des plus-values classiques. Il n'y a pas de particularité là-dessus, ça va vraiment dépendre de la situation du cédant. Sachant que, je le souligne, mais c'est ce que Quentin disait, le cédant va faire une plus-value, évidemment, parce qu'on va valoriser, la structure va être rachetée au prix qui aura été établi par les valorisations et évidemment négocié entre le cédant et les repreneurs qui vont être les salariés. Donc ça, c'est un petit point que je voulais évoquer avec vous parce que ça permet aussi de voir que globalement, l'image selon laquelle les salariés n'ont pas forcément la capacité de reprendre financièrement leur structure est aujourd'hui n'est pas nécessairement vrai aujourd'hui avec le montage en scope et les outils financiers qu'on peut avoir. Il y a des outils financiers qui sont dédiés à la reprise, de l'entreprise en scope. Nous, au niveau du mouvement coopératif, on a des outils financiers qui sont disponibles parce qu'on a des prêts participatifs. On peut aussi faire de la contre-garantie auprès du Crédit Coopératif et de la NEF, par exemple. Mais on travaille en lien de manière en lien étroit avec les partenaires bancaires classiques, les banques classiques qui vont venir prêter aux structures pour ce rachat. Ça peut être des partenaires bancaires tout à fait classiques, mais ça peut être aussi France Active, ça peut être Initiative, ça peut être la NEF. Enfin voilà, on travaille avec tout un écosystème d'acteurs sur ce type de reprise. Et sur certaines régions, il y a même d'autres outils qui sont dédiés à la reprise, et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez Transméa. Voilà. Nous, en Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a rien de particulier. Il faudra vous renseigner aussi auprès des unions régionales de votre secteur géographique. De même, aujourd'hui, vous avez certaines régions qui viennent en appui financier aux reprises par les salariés. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est le cas puisque on a une région qui va venir abonder entre 1 500 et 3 000 euros au capital social en fonction des montants qui sont apportés par les salariés, les associés salariés. Merci. Et cette aide, en fait, ça va être une subvention d'investissement qui est non amortissable, qui va venir consolider en fait les fonds propres et donc permettre de faire un petit peu effet levier aussi auprès des banques. Donc, voilà. Donc, il y a des outils financiers dans chaque région qui sont particuliers. Et là, ça va vraiment dépendre de votre secteur géographique. J'ai sauté ce petit point-là tout à l'heure, mais qui est important. C'est le fait que nous, notre rôle à l'Union régionale, ça va être aussi d'être particulièrement vigilant à un certain nombre de choses. C'est-à-dire que la reprise en scope, elle est possible, mais on a toujours des points de vigilance, c'est-à-dire qu'on fait toujours évidemment attention au fait que le modèle économique soit viable, que la structure financière de la structure qui est reprise soit saine, et puis évidemment que le prix qui est posé est juste.
une structure ne sera pas reprenable en scope si le prix qui est demandé est beaucoup trop décorrélé ou trop surévalué par rapport à ce que vaut réellement la structure, ou en tout cas ses perspectives financières. Ça, c'est important, mais c'est valable pour n'importe quelle reprise, hein, une cession de toute façon. Mais voilà. Ça, c'est un point important. Et un deuxième point qui va être conséquent, en tout cas nous qu'on vérifie, c'est aussi le collectif de salariés, comment il fonctionne. Est-ce qu'on a quelques personnes qui peuvent être pressenties sur la gérance, des choses comme ça. Donc on est assez vigilant aussi là-dessus sur la dynamique interne. Et puis aussi sur la possibilité de transmettre les connaissances du cédant, donc bien identifier qu'est-ce qu'il fait, est-ce que certaines connaissances peuvent être reprises, etc., etc. Donc voilà, comme le statut scope permet aux cédants de rester potentiellement quelques temps, ça peut favoriser aussi la transmission de connaissances, puis vraiment une session saine et qui va être pérenne. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Je finirai juste sur le fait que des fois aussi il y a quelques freins psychologiques, hein, qu'on peut comprendre aussi, soit des salariés, soit des dirigeants. Mais c'est important de pouvoir un peu démystifier aussi voilà, cette transmission en scope et puis de passer au-dessus de certains, des fois, je dirais, préjugés qu'on peut avoir sur ces notions-là. Je vous ai juste mis quelques petits liens qui peuvent vous être utiles si vous voulez avoir un peu plus d'infos. Il y a un site qui est spécialisé, qui dépend du mouvement coopératif, hein, qui s'appelle Je transmets à mes salariés, qui est vraiment dédié à la transmission en scope. Et puis après, il y a évidemment le site du mouvement coopératif, où vous avez un peu plus de détails sur le statut en lui-même et puis les accompagnements. Voilà. On arrive au bout. Ouais, on arrive bon dans au le bout, timing, voilà. c'est bien. Tu veux refaire un point sur l'accompagnement ou Alors nous, fait ou comment? en fait, pourquoi on a fait le webinaire à nous deux, c'est parce qu'en fait, on s'aperçoit que l'accompagnement conjoint de l'URSSCOP et du cabinet comptable, donc pour nous, ce qui nous concerne Orcom, c'est vraiment le duo gagnant, puisqu'en fait, on l'a vu, il y a beaucoup de règles qui sont communes à toutes les sociétés, mais il y a quand même des règles particulières, et autant au niveau fiscal, social, juridique. Et l'URSSCOP est là pour les accompagner. Et en fait, nous, les cabinets, on est là aussi pour accompagner, appliquer, puisque c'est nous qui produisons les liasses fiscales, c'est nous qui produisons les fiches de paye. L'Assemblée générale est soit faite par l'URSSCOP, soit faite par le cabinet. Mais en tout cas, c'est vrai que d'avoir la relation importante entre l'URSSCOP et Orcom nous permet d'accompagner au mieux nos clients sur toutes ces particularités-là. Et je pense qu'on encore plus aujourd'hui qu'hier, ce qu'on cherche, c'est de pérenniser les entreprises, de sauvegarder les emplois, puisque voilà, il y a quelques remous économiques qui se font sentir, en particulier dans certains secteurs comme le bâtiment. Et c'est important de pouvoir mettre en place les avantages de la SCOP pour garder tout ça. Donc voilà, sachant que au niveau de, enfin je le disais en introduction au démarrage, hein, mais l'idée, l'Union régionale va vraiment venir en expert sur les questions de droit coopératif et venir en complément du cabinet comptable, c'est-à-dire que ce sont les structures adhérentes derrière, hein, qui cotisent, et même nous, tout au long de la vie de la structure, on va venir en appui au cabinet comptable sur les calculs aussi d'impôt société, les choses comme ça qui vous évitent, en tout cas qui évitent au cabinet comptable d'avoir à chercher 20 000 ans dans les tréfonds de la juridiction, enfin, voilà, alors que nous on a l'info sous la main, c'est un peu dommage. Et puis voilà, en tout cas sur les transmissions, pouvoir faire des valorisations croisées, voilà, en tout cas il y a toute une partie qui va être faite par nous, toute une partie par le cabinet comptable. Et puis voilà, en tout cas, nous, on travaille sur le besoin de son, on travaille beaucoup avec Orcom, parce qu'ils ont quelques coopératives dans le portefeuille. Et sur d'autres secteurs, on travaille avec d'autres cabinets comptables aussi. On travaille exactement de la même manière avec tout le monde, quoi. Donc, on avait dit 11h45, il est 11h45, on aurait voulu le faire, on n'a pas pu Oui, faire c'est mieux. vrai. Ouais. Est-ce que certains ont des questions? Donc, vous avez l'outil qui vous permet de poser des questions. Je vais regarder s'il y en a déjà qui sont arrivés.
Alors on nous pose la question sur le support du webinaire. Donc oui, il est possible de vous l'envoyer. Alors comme vous avez nos adresses mail qui s'affichent à l'écran, qui s'affichaient du moins, hop, je vais vous les remettre. Vous pouvez du coup nous envoyer un mail à Camille ou à moi pour qu'on puisse vous envoyer le mail, le support par mail, pardon. Sur le statut des dirigeants. Du coup, les statuts des dirigeants, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le statut du dirigeant en scope, il est vraiment spécifique parce que vous êtes vraiment considéré comme un salarié en tant que dirigeant rémunéré de scope. C'est-à-dire que vous allez avoir une fiche de paye avec vos cotisations à la sécurité sociale, régime général, Le suivi des congés payés. le suivi des congés payés. Vous allez avoir votre cotisation au chômage, voilà, mais comme si vous étiez un salarié avec un statut cadre, voilà, au forfait jour, entre guillemets. C'est un peu ça. Il n'est pas TNS, la question. Ouais, ouais. Du coup, en effet, il n'est pas TNS, il est bien salarié. Même au SARL. Et en fait, ça rejoint puisque comme pour être TNS, il faut être gérant majoritaire ou co-gérant. Et en fait, là, on n'a pas d'associé majoritaire. Donc, on ne peut pas être TNS. On est forcément salarié. Exactement. Sachant qu'en plus, juridiquement parlant, les dirigeants de scope, donc par exemple, si vous avez une co-gérance, les 2/3 au moins des co-gérants doivent être des associés salariés. Hein. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Et si vous avez qu'un seul gérant, par exemple, il est nécessairement salarié. Il ne peut pas être un des associés dits extérieurs, c'est-à-dire non salarié. L'avantage, c'est que dans un statut SAS, on est assimilé salarié obligatoirement avec le statut cadre, alors que ça peut ne pas être le cas dans les scopes. Donc, il y a des cotisations qui sont aussi moins élevées. Et après, comme disait Camille, en fait, il y a deux statuts finalement pour les salariés, parce qu'on peut avoir un contrat de travail et ne pas en avoir. Donc, du coup, on pourrait même avoir deux fiches de paye en fonction de comment on répartit et quel est le souhait du gérant sur cette partie-là. Puisque c'est un peu une particularité, on l'a pas sur beaucoup de dossiers, mais certains pourraient avoir deux fiches de paye, une pour leur partie fonction technique et une pour leur partie mandataire social. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, la particularité, je vous le souligne juste, on n'est pas allé dans ce niveau de détail-là, mais la particularité du statut social de dirigeant de scope est valable quand c'est le mandat social qui est rémunéré. Voilà. Donc, quand le mandat social est rémunéré, la personne est considérée comme salariée et va avoir ce fameux statut de dirigeant de scope rémunéré. Par contre, vous avez, comme dans n'importe quelle autre aussi société, la possibilité de cumuler votre mandat, rémunéré ou non, avec un contrat de travail. Voilà. Mais là, il faut s'assurer, comme dans n'importe quelle autre structure, de la validité de ce cumul. Voilà. Avec lien de subordination, etc. Voilà. Donc là, après, on va rentrer un petit peu dans les détails, mais en fait, ça, c'est vraiment des choses qui sont vues pendant l'accompagnement, à la fois avec nous et puis le cabinet comptable, pour choisir ce qui est le mieux pour la personne en l'occurrence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est ce que j'avais demandé. Avant qu'on clôture tranquillement ce webinaire. C'est la plus belle des réponses qu'on peut avoir. Bon, bah super. Merci Samuel. Merci Samuel. Donc voilà, le but c'était, on n'est pas rentré dans le détail du détail, parce qu'en 1 heure c'est pas possible. Nous, on a chacun des livres sur les scopes qui font pas loin de 400 pages, je pense. Et c'était pas le but de vous montrer tout ça aujourd'hui, mais c'était surtout de démystifier un petit peu le statut scope. Je sais qu'il y a des étudiants qui nous écoutent, et pour le coup, moi je l'ai pas beaucoup vu dans mon parcours, on va dire scolaire. On pense souvent, voilà, comme le disait Camille, Scope, c'est pour des entreprises en difficulté et heureusement, enfin, c'est pas grave qu'on ait ça, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres que c'est pas pour des entreprises en difficulté. Et on a tout type d'activités. Par exemple, pour nous, ce qui nous concerne, on a des librairies, on a des charpentiers, on a des ingénieurs, on a des restaurateurs, on a des cantines collectives. C'est vraiment ouvert à tous les secteurs d'activité. Et il ne faut pas hésiter.
à se renseigner. Merci. Merci à tous et à bientôt, j'espère. Bonne journée, à Au bientôt. revoir.